Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation d'une nouvelle équipe du côté des présentations cyclisme 2023. On va parler aujourd'hui de l'équipe qui a remporté le classement World Tour sur la saison 2022. C'est la Jumbo-Visma. On va revenir sur la saison 2022 de cette équipe. C'était pas mal. On va parler du maillot 2023, de l'effectif en 2023, des transferts de cette formation. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, n'hésitez pas à aller voir également la playlist des présentations cyclisme 2023 World Tour et également la playlist complète de ces présentations cyclisme 2023. N'hésitez pas également à aller voir TikTok, EPS 2.0. N'hésitez pas également à aller voir la page directement YouTube parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de vidéos qui arrivent en même temps sur la chaîne. YouTube n'aime pas ça, n'aime pas quand il y a plus d'une vidéo par jour. Donc de toute manière, YouTube, l'algorithme YouTube ne me kiffe pas des masses. Voilà, hein, pour tout vous dire. On commence tout de suite avec le classement UCI et avec la saison 2022 surtout de la Jumbo-Visma. Alors Jumbo-Visma, c'est 14 975 points l'année dernière. C'est donc 1500 points de plus que UAE notamment. Donc c'est une assez belle performance qu'a réussi l'équipe néerlandaise avec 48 victoires sur la saison. C'est juste derrière Quick-Step, mais des victoires de grande qualité. La victoire sur le Tour de France avec Vingegaard, la victoire également sur Paris-Nice et le Dauphiné avec Roglic, hein, qui ont été très prolifiques en France parce qu'il y a eu également Van Aert sur la Bretagne classique. La deuxième place sur Paris-Roubaix de Van Aert, la victoire sur le Mouloud et Nieuwsblad de Van Aert. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a également la deuxième place de Van Aert sur le Grand Prix cycliste de Montréal, troisième place sur Liège-Bastogne-Liège pour Van Aert également. La victoire sur la Drôme Classique pour Vingegaard, Christophe Laporte qui a remporté également une étape sur Paris-Nice, sur le Tour de France sur cette année. Koen Bouwman, 2 victoires d'étape sur le Giro et même une victoire sur la Volta avec Primož Roglic. Et ça a peut-être été le grand tour le moins réussi. Ils ont enchaîné les très très bons résultats dans cette formation. C'était parfait, voilà ce qu'a fait la formation Jumbo. En même temps, avec les moyens qu'est cette formation, ça aurait été compliqué de faire quand même au-delà de la 3e place. Voilà, ils font partie des 3 grosses équipes aujourd'hui et ça se voit tout de suite en termes de résultats. Aujourd'hui, c'est une équipe qui performe très très bien, qui a un effectif de qualité, qui a un effectif où il n'y a pas vraiment de mauvais coureurs. Il y a même les équipiers seraient des très bons coureurs dans d'autres formations. Donc voilà, c'est un effectif pléthorique en termes de stars. Et forcément, au bout d'un moment, tu as des résultats. Alors c'est vrai qu'en montagne, ils ont peut-être encore un peu moins de grimpeurs que UAE. Mais bon, quand vous avez des Van Aert et des Laporte qui se sacrifient pour l'effectif, c'est aussi un avantage. C'est aussi la force, je dirais, de Jumbo. C'est d'avoir vraiment des équipiers, enfin des leaders qui sont en capacité de se sacrifier quand ils ne sont pas en possibilité de gagner. C'est le cas de Van Aert, c'est le cas de Laporte. C'est même le cas d'un Roglic. C'est des mecs qui sont capables de se sacrifier. Et ça, c'est fort de la part de ce collectif Jumbo d'être capable de se sacrifier dans beaucoup de circonstances. Que dire d'autre du côté de la Jumbo-Visma, à part que ça a été nickel? Pas grand chose d'autre. Voilà, c'est juste que c'était parfait. Voilà, quand tu vois la qualité de l'effectif, c'est sûr que c'est difficile de faire autrement. C'est-à-dire que s'ils n'avaient pas gagné au moins un des grands tours, ça aurait été quand même une grosse déception pour cette équipe. Donc c'est fait, ils gagnent en plus le plus grand des grands tours, c'est le Tour de France. Donc voilà, ça a plutôt bien marché. Pour cette formation. On passe aux victoires, parce que là, il va falloir prendre une grande respiration. Donc, je rappelle 48 victoires, auxquelles on rajoute 3 victoires hors maillot de champion, enfin de la Jumbo-Visma. Les 3 victoires en dehors du maillot Jumbo-Visma, c'est le titre
de champion du monde du contre-la-montre pour Tobias Foss. Thomas Glog qui a remporté la 4e étape du Tour de l'Avenir et Rohan Dennis qui avait remporté le contre-la-montre des Jeux du Commonwealth. Parmi les victoires, nous avons le championnat d'Australie pour Rohan Dennis. C'était la première victoire de la saison. Le Omloop Etnieuxblad avec Wout van Aert. La Drôme Classique avec Vingegaard. Christophe Laporte qui a remporté la première étape de Paris-Nice. 4e étape, le contre-la-montre remporté par Van Aert. Roglic qui a remporté la 7e étape et le général de Paris-Nice. Le GP E3 pour Van Aert. La première étape du Tour du Pays Basque pour Primoz Roglic. Olaf Koy qui a remporté le Tour de la Sarthe et l'étape 2 et l'étape 4. Le Tour de Hongrie également, la première étape pour Olaf Koy. Koen Bouwman qui a remporté l'étape 7 et l'étape 19 du Tour d'Italie. La première étape du Critérium du Dauphiné pour Wout van Aert. Le ZLM Tour, l'étape 1 et l'étape 2. L'étape 5 et le général pour Olaf Koy. Le Critérium du Dauphiné, l'étape 5 pour Van Aert. Vingegaard qui a remporté l'étape 8 du Dauphiné et le général a été remporté par Primoz Roglic. Tobias Foss qui a remporté les championnats de Norvège du contre-la-montre. Les championnats sur route des Pays-Bas pour Pascal Eenkorn. Tim Van Dijk qui a remporté le prologue du Cebu Cycling Tour. Sur le Tour de France, Van Aert qui a remporté l'étape 20, l'étape 8 et l'étape 4. Vingegaard qui a remporté l'étape 11, l'étape 18 et le général de la course. Et on rajoute à tout ça Christophe Laporte qui a remporté l'étape 19. Sur le Tour de Pologne, l'étape 1 pour Olaf Koy. Sur le Tour de Burgos, c'est l'étape 2 pour Timo Rosen. Sur le Tour du Danemark, Olaf Koy a remporté l'étape 1, l'étape 3. Le général et l'étape 5 pour Christophe Laporte. Le contre-la-montre par équipe du Tour d'Espagne, avec l'étape numéro 4 pour Primoz Roglic. La Bretagne classique pour Van Aert. 2 étapes du Tour de Slovaquie, l'étape 2, l'étape 3. La première pour Ryan Archie, la deuxième pour Koen Bouwman. Sur la Crores, 2 victoires d'étape pour Vingegaard sur l'étape 3, sur l'étape 5. La Sparkassen Musterland Giro pour Olaf Koy. Et Binche, Chine et Binche pour Christophe Laporte. C'était la dernière victoire de la saison. Autant vous dire qu'il y a de la victoire qualitative, il y a de la victoire sur les 3 grands tours aussi. Il y a un Tour de France qui a été dominé, victoire également sur Paris-Nice, sur le Dauphiné. Donc il y a peu d'équipes qui ont réussi à rivaliser avec le rythme phénoménal qu'a eu cette formation Jumbo-Visma, qui a été avec UAE les 2 formations aujourd'hui qui dominent le cyclisme mondial. En termes de nombre de victoires, c'est pas le record date de 2019 avec 49 victoires, c'est seulement une de moins en 2022 avec 48 victoires au total selon le décompte de Pro Cycling Stats qui est différent du décompte de Secure Ranking. J'ai déjà précisé sur une ou 2 vidéos déjà auparavant. On passe au transfert du côté de cette formation Jumbo-Visma. Du côté des départs, Tom Dumoulin qui prend sa retraite, mais il était déjà quasiment en pré-retraite depuis son sorte de burn-out. Mike Tennyson qui rejoint Intermarché. Chris Harper qui rejoint le team Jayco. Je rappelle encore une fois que c'est désormais le nouveau nom du team Bike Exchange. Lotto Destiny pour Pascal Eenkorn et David Decker qui rejoint Arkea Samsic. Parmi les arrivées, Wilco Kelderman qui revient au Berkay, lui qui était l'année dernière chez Bora Hansgrohe. Dylan Van Baarle qui était chez Ineos Grenadiers. Jan Tratnik qui était sur Bahrain Victorious. Attila Walter qui était chez Groupama FDJ. Et Thomas Glog qui était chez Trinity Racing, mais en fait qui est arrivé en cours de saison. L'effectif 2023 de la Jumbo-Visma est composé donc de 29 coureurs contre l'année d'avant de 30. Avec dans cet effectif, on a le plus jeune coureur, enfin les 3 plus jeunes coureurs qui sont Olaf Koy, Thomas Glog et Michel Esman qui ont tous les 3 21 ans. Le plus âgé étant Josh Van den Den qui a 37 ans. Peu de coureurs qui ont plus de 30 ans ou plus. Ils sont 9-10 avec Christophe Laporte qui a 30 ans et des coureurs qui ont moins de 25 ans, et bien ils sont 7. Donc voilà, c'est assez raisonnable au niveau des âges. C'est un effectif qui a encore pas mal d'avenir devant lui, surtout qu'on a des jeunes coureurs qui sont très très performants aujourd'hui dans cette formation. On va regarder les coureurs à suivre. Je sens que je vais déjà choper des insultes. Oui, j'ai pas mis Van Aert dans les coureurs à suivre, mais il y a tellement de talent dans cette formation qu'à un moment il a fallu faire des choix. Les choix n'ont pas été faciles et Van Aert, j'avais pas grand chose à dire sur Van Aert très clairement. Donc je me suis dit bon, on va tous suivre Van Aert bien entendu, parce que c'est Wout van Aert
Mais comme j'ai pas grand-chose à dire dessus, je vais pas le mettre dans mes 6. Vu que je me limite à 6 coureurs à suivre. Alors, autant il y a des formations comme Astana, c'est compliqué d'en trouver 6, autant chez Jumbo, c'était compliqué d'en choisir que 6. Je commence avec le premier coureur, Christophe Laporte. Pourquoi je mets Christophe Laporte parmi les coureurs à suivre? Parce que la question est de savoir, déjà, est-ce qu'il arrivera à faire aussi bien en 2023? Ça, c'est déjà une première question. Mais la deuxième question est de savoir quel sera son statut dans l'effectif. Est-ce qu'il sera co-leader avec Van Aert sur les classiques, ou est-ce que ça sera Van Aert tout en haut et lui un peu en dessous, ou est-ce qu'ils seront double leader dans cette équipe? Donc ça, c'est déjà une première question. Et puis ensuite, sur le Tour de France, est-ce qu'il sera avec Van Aert? Quel sera son statut également au niveau des sprints sur le Tour de France? Est-ce qu'il aura toujours ce statut un peu en dessous de Van Aert? Ça, c'est la question que je me pose. Parce que quand on gagne Binche de la manière dont il l'a gagné, quand on est vice-champion du monde, quand on est également vainqueur du Tour de Danemark, vainqueur d'une étape sur le Tour de France, deuxième de Gand, deuxième du GPE3, neuvième du Tour des Flandres, et vainqueur d'une étape sur Paris-Nice. Est-ce qu'on ne peut pas envisager d'avoir un statut différent de l'année dernière quand on n'avait encore pas gagné une épreuve sur le World Tour? C'est un petit peu la question qu'on peut se poser pour Christophe Laporte qui a désormais 30 ans, il est né le 11 décembre. Et qui a surtout 26 victoires désormais dans son escarcelle, dans sa carrière. Normalement, il ne doit faire que le Tour de France, mais c'est un coureur qui n'a jamais participé à d'autres grands tours. Il a 8 Tours de France, 0 Giro, 0 Vuelta. Ça serait peut-être intéressant également de le mettre sur notre course. Mais on sait très bien que c'est aussi un intérêt en termes de sponsoring de le mettre sur le Tour de France, parce qu'on sait que Jumbo, c'est une entreprise qui commence à regarder un petit peu s'ils peuvent s'implanter en France. Jumbo est une entreprise de supermarché, pour ceux qui ne connaîtraient pas, qui est basée, alors, je crois qu'il y en a en Belgique, il y en a aux Pays-Bas, c'est une entreprise néerlandaise, et je sais qu'ils réfléchissent un peu à s'installer en France au niveau des hypermarchés. À quand l'équipe Colruyt? On attend de voir. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il faut savoir que, je ne sais pas si en Belgique vous savez ça, mais il y a des je ne sais pas si on doit dire Colruyt, mais il y a des Colruyt. En France, il y en a un à côté de chez moi. J'ai le Colruyt le plus à l'ouest de l'Europe. Voilà. Et j'en suis fier d'avoir un magnifique Colruyt. C'est assez surprenant même. Par rapport à d'autres supermarchés, vous foutez les pieds chez Colruyt. C'est fou, c'est rangé, les épices sont au-dessus des congèles. Il n'y a que chez eux où c'est rangé comme ça. C'est vraiment un bordel. Enfin, je trouve c'est assez fantastique la manière de ranger de Colruyt. C'est-à-dire tu es obligé de faire tout le magasin pour trouver un truc. Vraiment, les brioches qui sont toutes à la fin du magasin, c'est quand même assez surprenant. On poursuit après Christophe Laporte et cet intermède sur Colruyt. On passe sur Jonas Vingegaard, le coureur danois. 26 ans pour Vingegaard, un Tour de France. Autant vous dire que désormais, maintenant, il est attendu. Et ça va être la différence par rapport à il y a 2 ans. C'est même la différence par rapport à l'année dernière, parce que même s'il avait fait une grande année 2021, on se demandait s'il arriverait à faire aussi bien et puis quel serait son statut dans l'équipe. Là, il n'y a plus de doute. On sait qu'il est capable d'enchaîner les performances. On sait que son statut, ça sera leader. On sait que même Roglic va être obligé d'aller sur d'autres courses. Enfin, voilà, on sait maintenant. Vous êtes plus surpris par le niveau de Vingegaard, ce qui pouvait être encore le cas en début d'année 2022. Saison qui va commencer à Gran Camino, ensuite Paris-Nice, Tour du Pays Basque, Tour de France. Il y a des courses qui vont se rajouter là-dedans. Bien entendu, avec le match retour normalement entre Pogačar et Vingegaard. Ce qui va être intéressant de voir avec Vingegaard, c'est comment il va réussir à s'en sortir cette saison. C'est pas toujours facile de repartir sur une saison après avoir gagné un Tour de France, après avoir réussi des gros objectifs. C'est pas toujours simple. Et demander, je pense à un Philippe Gilbert, qui est l'exemple le plus important. Mais d'autres ont eu du mal parfois, après avoir gagné, de repartir. Je pense à Geraint Thomas aussi, qui avait eu du mal à revenir. Chris Froome aussi, après sa première victoire sur le Tour de France. Bradley Wiggins, c'est pas toujours facile. Voilà, donc ça c'est vraiment l'interrogation qu'on peut avoir sur Vingegaard. Est-ce qu'il arrivera à repartir aussi facilement?
Et puis surtout, il va falloir cravacher, hein, parce que en face, Pogacar, il est énervé. Hein. Il n'a pas gagné le tour, Pogacar. Il va mettre les bouchées doubles. Hein. Il ne va pas se reposer sur ses lauriers. Donc Vingegaard, faut qu'il se méfie de ce qu'est capable de faire Pogacar, parce que je pense qu'on va avoir un Pogacar un step au-dessus encore en termes d'implication que ce qui a été le cas auparavant. Ça l'a remobilisé, cette défaite, on va dire, sur le Tour de France. Donc Vingegaard, il sait qu'il est maintenant attendu et il va falloir voir comment il va gérer la pression du fait d'avoir des attentes maintenant fortes. Avant, il y avait Roglic chez lui. Non, c'est lui le grand leader. Autre coureur à suivre, un coureur qui arrive d'une autre formation, qui arrive de la Groupama, c'est Attila Valter. Je l'avais dit dès le Giro qu'on sentait le coureur qui allait se barrer parce que vu l'équipe qu'on avait mis autour de lui sur le Giro, je t'ai dit putain il se fout de la gueule du monde. Enfin, vu le Giro qu'il avait fait en 2021, quand tu mets une équipe qui est réservée à Arnaud Démare, tu te dis bon, c'est qu'on mise pas trop sur ta gueule, tu vois. Et ça s'est bien senti parce qu'en fait on l'a très peu vu on l'a très peu vu au top sur l'année ça a été une année je dirais pas catastrophique parce qu'il y a une 4e place sur l'Estradé, 5e place du Tour des Alpes. Il a fait des belles places même sur en tant que puncher. Ça a été intéressant pour Attila Valter, mais c'est sûr qu'on s'attendait à mieux vu l'année 2021 qu'il avait effectuée. Moi je m'attendais à mieux. C'était compliqué vu le statut qu'il avait dans cette formation. Attila Valter, il va avoir déjà un premier rôle, c'est sur les classiques ardennaises. On sait qu'il a des qualités de puncher. On sait sur l'Estradé par exemple, c'était très intéressant la course qu'il avait effectuée. On sait qu'il a des qualités sur ce type de course, c'est ce qu'on va attendre de lui en priorité chez Jumbo. Mais ensuite, la question va être de savoir quel va être son statut dans l'équipe sur les grands tours. Et moi, certes, il y a Roglic, mais je me dis, Attila Valter sur un 3e grand tour ou en tant que leader d'urgence parce que Roglic, on ne sait pas face à Remco Evenepoel ce que ça va donner, ça peut être intéressant. Et puis ça peut être un équipier important aussi pour Vingegaard ou pour Roglic, ça peut vraiment renforcer l'effectif. Donc moi je pense qu'on le verra sur le Giro, Valter. Et puis quand on voit ce qu'a fait notamment Christophe Laporte, l'évolution de performance qu'a eu Christophe Laporte, est-ce que ça va pas faire pareil pour Attila Valter? C'est une question qu'on peut se poser du côté de la Jumbo. On sait que c'est un coureur qui a un énorme potentiel. On l'a vu chez CCC, on l'a vu chez Groupama. On attend maintenant que ce potentiel s'exprime toute la saison. Et ça sera l'objectif chez Jumbo-Visma, qui sera de 3 ans pour Attila Valter. Donc c'est pour ça que pour moi c'est un coureur à suivre. On continue avec Olav Koy, le sprinter et le plus prolifique de la saison. Olav Koy, maintenant on l'attend sur des plus grosses courses. La frustration qu'on a pu avoir avec Olav Koy, c'est de le voir, de pas le voir tant que ça sur des grosses courses en première partie de saison. C'est vrai qu'on aurait aimé le voir, pourquoi pas sur l'UAE Tour, sur Paris-Nice. Bon voilà, ça n'avait pas été... il a fait l'UAE Tour, pardon, mais on ne l'avait pas vu tant que ça sur des grosses courses. Moi, ce que j'attends, c'est que pendant toute la saison, on le voit sur des World Tour. C'est vrai que dans sa saison, tu as UAE Tour, Tirreno en début d'année, et le Tour de Pologne, et le Tour du Danemark, qui est aussi une grande course. Mais tu as beaucoup de courses qu'il n'a pas effectuées. J'attends qu'on le voit vraiment sur toutes les grandes courses de la saison, parce que c'est un coureur qui a les qualités en tant que sprinter. Alors lui, c'est un pur sprinter dans la tradition des Cavendish, de ce profil-là, c'est-à-dire sprinter court de 100 mètres. Mais il est très fort aussi parce qu'il sait se placer. Olav Koy, il sait trouver l'ouverture. Et surtout, c'est vrai qu'il a une puissance qui est assez dingue. Aujourd'hui, c'est l'un des sprinters les plus puissants. Donc ça, c'est très très fort de la part de Olav Koy. Et c'est un coureur qui sait se placer, même en n'étant pas hyper bien entouré. Je pense au Tour de la Sarthe, à chaque fois c'était des sprints assez chauds sur le Tour de la Sarthe. Il arrivait toujours à très bien s'en sortir, le coureur néerlandais. Et on sait que c'est la nouvelle pépite des sprinters, lui, donc c'est vraiment un coureur qu'on va suivre. Et il passe quand même les bosses parce qu'il fait 5e des championnats du monde espoir, sur un parcours qui n'était pas évident, sur une course qui a été assez débridée du côté du championnat du monde espoir. Donc on l'attend sur des courses maintenant plus importantes, plus longues, et ça sera l'objectif de sa saison. Paris-Nice, Benelux Tour, Goregelgam également,
On va le tester sur les pavés pour voir un petit peu ce que ça donne. Olaf Koy, c'est vrai que l'année dernière, il n'avait pas fait de classique. S'il avait fait la Bruges de Pantour où il a fini 5e, et à travers les Flandres où il avait fini 100e. On continue avec Primoz Roglic. 33 ans, Primoz Roglic, encore 3 ans de contrat chez Jumbo. Quelle va être déjà comment il va être mentalement, parce qu'on sait que l'année 2022 n'a pas été facile. Il y a eu quand même des reproches qui ont été faits par son entourage au staff de la Jumbo. Donc déjà, comment le staff de la Jumbo va accepter ces reproches. Parfois, ça peut être un petit peu compliqué ensuite en termes de relationnel. Et puis surtout, du côté de Primoz Roglic, c'est vrai que l'année 2022 a été très compliquée pour lui. Alors c'est fou parce que très compliqué sur les grands tours parce que le mec gagne Paris-Nice, Critérium du Dauphiné. On pensait qu'il en avait fini avec l'Ashku Moon et puis non, sur le Tour de France il tombe. Sur la Vuelta il fait une erreur sur l'étape 17. Il en fait trop et puis en plus sa manière d'incriminer Fred Wayne notamment, j'ai trouvé ça assez lamentable de sa part. Il est de retour, Primoz Roglic, avec des objectifs, le Tour d'Italie, qui sera un gros objectif pour Primoz Roglic, avec pas mal de contre-la-montre. L'adversaire numéro 1, ça sera Remco Evenepoel, qui aura une équipe sérieuse autour de lui. On verra comment ça se passera pour Primoz Roglic, mais c'est vraiment une question qu'on peut se poser. Et j'attends de voir ce que ça donnera pour le coureur slovène. On attend vraiment des résultats, parce que c'est vrai que sinon son statut dans l'équipe va encore descendre. Déjà qu'il n'est plus le leader incontesté de l'équipe, comme ça pouvait l'être avant. Maintenant c'est Vingegaard qui a ce statut-là. Il se retrouve on va dire, à avoir les miettes en termes de calendrier. Alors c'est des belles miettes, mais ça reste quand même des miettes du calendrier. S'il ne réussit pas sur le Tour d'Italie, ça sera peut-être encore plus compliqué pour lui. Et puis je termine avec Tobias Foss. Question est de savoir est-ce que le titre sur les championnats du monde et sa 9e place au général du Giro, c'était des coups d'épée, ou est-ce qu'il est capable de faire ça régulièrement et surtout sur le chrono. Ça sera l'objectif pour Tobias Foss, de montrer que son titre de champion du monde n'était pas une surprise. Et puis lui aussi il sera sur le Tour d'Italie et pourquoi pas en tant que leader de rechange. Ça peut être quelqu'un qui peut être intéressant. Il sera également sur le Tour de Romandie. Alors ça c'est toujours compliqué. Je trouve que c'est toujours une prise de risque quand on fait Romandie, Tour d'Italie. Parce que s'il fait froid sur le Tour de Romandie, que vous attrapez froid, et votre début de Tour d'Italie il est foiré. Et si vous tombez sur le Tour de Romandie, vous pouvez ne pas pouvoir participer au Tour d'Italie. Donc c'est toujours une prise de risque, je trouve, un petit peu d'aller sur le Tour de Romandie avant d'aller sur le Tour d'Italie. Mais il pourrait gagner ce Tour de Romandie parce qu'il a les qualités pour. Il y a toujours du contre-la-montre, plus sur le Tour de Romandie. Donc ça va peut-être nous intéresser un peu plus que d'habitude. C'est vrai que le Tour de Romandie, on va pas se mentir que les start lists ces dernières années, c'était quand même pas foufou. Donc au moins, ils auront un champion du monde du contre-la-montre au départ. D'un coureur qui a que 42 jours de course également dans les pattes. Il avait très peu couru avant le Tour d'Italie, où il prend la 54e place, mais en ayant un grand rôle d'équipier. Et puis après, son gros résultat, c'est son titre de champion du monde. Parce que sinon, c'est vrai que sur le reste de la saison, ça a été un peu plus compliqué pour Tobias Foss. Donc ça sera bien aussi de montrer, pourquoi pas, que ce n'est pas qu'un coureur de contre-la-montre. Enfin voilà, il y a beaucoup de questions qui se posent autour de Tobias Foss. On espère que son titre de champion du monde, c'était pas un coup d'épée dans l'eau, surtout que lui, il est dans sa dernière année de contrat avec la Jumbo-Visma. Du côté du maillot, pas de changement, toujours du jaune, donc ça permet de les remarquer quand même de très très loin. C'est le même jaune, et puis pas de changement aussi sur les bandes sur le côté. Moi je trouve que c'est un maillot qui est intéressant, le maillot de la Jumbo d'un point de vue marketing. Il y a certes maintenant pas mal de co-sponsors qui se sont rajoutés sur le maillot, ce qui fait que c'est un peu massif. Et puis surtout, particularité du maillot de la Jumbo désormais, il y aura le dossard toute l'année de chaque coureur. C'est-à-dire qu'en début de saison, chaque coureur se voit déterminer un numéro sur son maillot et on pourra le voir. Alors, je ne sais pas si ça sera très visible parce que ça m'a l'air un petit peu petit
c'est sur le côté, de l'autre face du maillot, côté des poches, mais ça sera la petite révolution, on va dire, du côté de la Jumbo-Visma. On sait que c'est un truc que veut instaurer l'UCI depuis des années, que les dossards soient fixes pendant toute la saison. Moi, j'ai toujours trouvé que c'est très compliqué à mettre en place. Mais ils veulent faire un petit peu comme dans les sports mécaniques où tu gardes ton numéro toute l'année, ton numéro de coureur, on va dire, toute la saison. Mais soit tu auras 2 fois le numéro 20 mais dans des équipes différentes. Je suis pas sûr que ça sera plus facile avec ce système de... Et si on donne un chiffre à chaque coureur, ça va être quand même un sacré bordel. On va se retrouver à avoir un coureur avec le dossard 1048. Je sais pas combien il y a de coureurs en World Tour, mais ça va être dans ce niveau-là. Donc ça sera du n'importe quoi aussi. Donc les dossards pour le moment de 1 à 8, c'est quand même pas mal. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao ciao!